Présente, malgré le week-end du 9 novembre et tous les événements politiques qu'il y a, mais enfin le week-end évidemment c'est quelque chose avec le 11 novembre, bref. Mais comme vous le savez, depuis que nous avons commencé ce rassemblement il y a 11 ans exactement, en 2013, nous avons fait le serment, si je puis dire, de le tenir toujours le 9 novembre. Qu'il vente, qu'il pleuve, heureusement ça n'est pas le cas aujourd'hui, et quel que soit le jour de la semaine, dimanche ou autre. Bien. Il y a moins de monde que l'an dernier, comme certains qui étaient là l'an dernier ont pu le remarquer. Certains et certaines de ceux qui étaient là l'an dernier ne sont pas revenus cette année. L'an dernier, il s'agissait pour ces personnes de montrer qu'elles étaient contre l'antisémitisme, etc., et de justifier peut-être telle ou telle présence ou absence lors de telle ou telle autre manifestation. Bon, on ne va pas passer la soirée là-dessus, mais on enregistre, de la même manière qu'on avait enregistré l'an dernier, qu'il y avait un afflux et qu'on espérait que ce n'était pas juste lié à des considérations étrangères au rassemblement lui-même. Il semble que l'actualité poursuit depuis quelques années notre rassemblement du 9 novembre. L'an dernier, 2023, c'était le 7 octobre, puis la manifestation du 12 novembre que j'ai déjà mentionnée. Cette année, c'est l'année Trump, c'est l'année d'Amsterdam, de ce qui s'est passé à Amsterdam, que nous ne comparons pas à la nuit de cristal, loin de là. Et c'est aussi l'année de la montée terrible de l'extrême droite dans toute l'Europe et dans le monde entier. Nous ne comparons pas, et je dis, en général, nous essayons de ne pas faire des comparaisons hasardeuses et trop faciles. Mais je voudrais quand même saluer très chaleureusement, en dehors des gens qui sont ici, les manifestants de Vienne, en Autriche, qui hier, lors de la cérémonie en mémoire du 9 novembre, qui se déroulait le 8, ont expulsé un certain monsieur Rosenkrantz, président du Parlement européen, du Parlement autrichien, heureusement c'est pas encore européen, et au nom du parti FPO, du parti d'extrême droite qui, comme vous le savez, peut-être, a été fondé par d'anciens nazis. Il voulait déposer une gerbe. Il avait déjà été non invité et expulsé de la commémoration officielle, car les personnes, les présidents et autres de la communauté juive ont dit qu'il n'était pas question de l'accepter. Donc il a voulu organiser sa propre cérémonie. Et lors de cette cérémonie, une série de militants antifascistes et de militants de la communauté juive sont venus et l'ont expulsé en disant, je cite leurs paroles, « Respectez la mémoire de nos parents et grands-parents et ne les humiliez pas. » D'abord, il a demandé à la police de les expulser, puis il est parti. Pourquoi ? Vous savez ou vous ne savez pas qu'en Autriche, le parti qui arrive en tête des élections a automatiquement la présidence du Parlement. Le FPO est arrivé en tête, même s'il ne gouverne pas pour l'instant, et donc ils ont la présidence du Parlement. Ce monsieur Rosenkrantz est membre d'une fraternité, d'une confrérie, pardon, je ne sais pas pourquoi je dis fraternité, d'une confrérie qui a introduit en 1878, le paragraphe arien, comme beaucoup d'autres confréries de ce genre en Autriche, excluant les juifs explicitement de l'appartenance à ces confréries. Vous savez, ces confréries, on se bat en duel et on arbore avec fierté la cicatrice du duel. Et en plus, ce personnage a rendu hommage à des associations nazies. L'horreur de tout ça, c'est que dans sa fonction de président du Parlement, il est en même temps responsable du fonds d'indemnisation des victimes du nazisme.
La nuit de cristal, juste un mot d'histoire, a été particulièrement violente à Vienne, comme le nazisme en général a été particulièrement violent en Autriche, où le nombre de SS dans la population générale a été parmi les plus élevés. On songe bien sûr à Eichmann. À Vienne, 42 synagogues sur 43 ont été incendiées. 27 personnes juives ont été tuées et 88 grièvement blessées. Ça n'était pas la première fois. Vous savez que quand il y a eu l'Anschluss, c'est-à-dire la fusion Allemagne-Autriche, les Juifs de Vienne ont été obligés de mettre leurs beaux habits et de nettoyer les rues et de faire comme s'ils étaient très contents de cette situation. Un mot encore, en Allemagne, en pleine crise politique, sociale et économique, le parti d'extrême droite, littéralement infiltré par les néo-nazis, a gagné les élections récentes en Saxe et en Thuringe. Et en Thuringe, ce parti est dirigé par un personnage qui s'appelle Björn Höcke, qui est vraiment quelqu'un de l'extrême droite radicale, qui utilise des expressions nazies et qui a été condamné pour cela, car en Allemagne, en principe, on n'a pas le droit d'utiliser des expressions nazies dans des discours publics, et qui considère que le mémorial de la Shoah à Berlin est une honte. Enfin, dernier point, pas détaillé, mais l'élection de Trump est un coup de massue, une catastrophe, un signe d'avertissement pour le monde entier, pas simplement pour les habitants des USA. Je rappelle juste 2-3 petits points. Trump considérait, après les émeutes de Charlottesville, qu'il y avait des bons et des mauvais des deux côtés, des côtés des antifascistes et des fascistes. Lors de l'assaut du Capitole, il a fait appel à des groupes d'extrême droite, les Proud Boys et d'autres. Et surtout, ses ex-chefs de cabinet, des généraux galonnés et étoilés, les Marines, disent c'est un fasciste, qui d'ailleurs parle très souvent avec bienveillance de Hitler et du fait qu'Hitler avait des généraux qui lui obéissaient. Et surtout, Trump n'est pas seul, il est maintenant secondé, voire même précédé par Elon Musk, qui est quelqu'un de redoutable, qui permet et favorise et diffuse la propagande négationniste et antisémite, qui a même défendu Alain Soral. Vous voyez, son ombre s'étend sur le monde entier, et qui va faire un sale travail auprès de Trump. D'ailleurs, Trump prévoit ce qu'on appelle en anglais mass deportation, ce qui veut dire des expulsions en masse, et un de ses conseillers propose même que des gens qui sont d'origine immigrée, qui sont là depuis plusieurs générations, que l'État américain favorise leur retour dans leur pays d'origine. C'est-à-dire, en quelque sorte, le projet de remigration qui a fait scandale en Allemagne et que certains ici voudraient bien voir à l'œuvre. Je reviens à la nuit de cristal. Vous savez, bon, je n'ai pas besoin de détailler, que la nuit de cristal, c'est un nom que nous n'aimons pas, parce que c'est un nom qui a été inventé par les nazis pour se moquer des violences qu'ils ont exercées eux-mêmes. Cristal, quelques bris de vitrine. Et c'était une étape vers ce qu'ils ont appelé la solution finale. Bref, c'était un vrai et vaste pogrom meurtrier dans tous les territoires sous domination allemande, pas simplement en Allemagne, je l'ai déjà dit, en Autriche, mais aussi dans les Sudètes, en Tchécoslovaquie, que l'Allemagne avait annexé. Ce qui s'est passé ce jour-là, vraiment à grands traits, vous lirez tout cela un peu partout. Le prétexte de la nuit de cristal est l'acte de Herschel Greenspan, un jeune juif polonais dont nous saluons la mémoire, qui
scandalisé par le sort des Juifs d'origine polonaise qui étaient expulsés d'Allemagne et ramenés dans le no man's land entre l'Allemagne et la Pologne, s'est rendu à l'ambassade d'Allemagne et a tiré sur un conseiller d'ambassade qui s'appelait von Rath. Celui-ci a été blessé. Dès que la nouvelle est arrivée en Allemagne, les nazis ont commencé à préparer le pogrom. Ils ont commencé d'abord par perquisitionner chez les Juifs et enlever tous les moyens de défense, puis organiser un plan. Et Goebbels disait, il est clair que le peuple allemand tirera les conclusions de cette nouvelle action des Juifs. On ne peut plus tolérer 1938, on ne peut plus tolérer, après les lois de Nuremberg, etc., que des centaines de Juifs règnent encore à l'intérieur de nos frontières sur des rues entières de magasins, qu'ils peuplent nos lieux de distraction, etc., etc., tandis que leurs frères de race incitent au dehors à la guerre contre l'Allemagne. Donc, un plan vraiment préparé de A à Z. Lorsque arrive la nouvelle de la mort de von Rath, l'organisation de la terreur se met en place. Le 9 novembre est une date récurrente dans l'histoire allemande. Bien sûr, il y a les dates heureuses, comme celle de la chute du mur de Berlin, mais c'est aussi la date anniversaire du putsch de Hitler, de la brasserie, en 1923. Et donc, le 9 novembre 1938, les nazis étaient réunis à Munich pour festoyer et commémorer cela. Dès qu'ils ont su que von Rath était mort, ils ont arrêté tout, il n'y a pas eu de discours, et ils sont tous précipités, les chefs, pour téléphoner aux nazis, au SA, au SS et à la Gestapo pour mettre en place le pogrom. Ils ont voulu faire croire que c'était une émeute populaire, une révolte. Pour cela, la consigne qui a été donnée au SA, au SS et à la Gestapo était d'être en civil, aucun uniforme. Mais c'est bien l'appareil nazi qui a fait cela. Je passe. Goebbels commente, les Juifs doivent sentir pour une fois la colère du peuple. Il est très important dans cette affaire, c'est lui qui motive ses troupes. La seule réserve, comme je l'ai dit, c'était de ne pas apparaître avec le costume. Et d'empêcher que les incendies des synagogues se répandent dans les bâtiments aériens à côté. Donc il fallait vraiment que ça se limite aux propriétés et aux magasins des Juifs. Les synagogues pillées, saccagées, détruites, incendiées, sans que les pompiers n'interviennent. Ils ont piqué les archives des synagogues, ce qui leur a servi ensuite pour faire les rafles et déporter les Juifs d'Allemagne. Le nombre total de morts... Alors, il y a eu beaucoup de suicides de Juifs plutôt âgés, complètement désemparés. À Berlin et à Vienne uniquement, 400 morts par suicide furent dénombrés. Le chiffre total des victimes du 9 novembre 1938 se monte à 2500. 26 000 personnes furent arrêtées et mises dans des camps de concentration. 275 synagogues brûlées. Partout, il y a eu un écho très important, en Angleterre, aux États-Unis, etc. Malheureusement, la France de l'époque s'est distinguée par un grand silence. Il n'y a pas eu de séance au Parlement pour discuter de la nuit de cristal, et surtout, 15 jours après la nuit de cristal, M. von Ribbentrop, ministre des Affaires étrangères allemand, a été reçu en grande pompe à Paris. Non seulement il a été reçu en grande pompe, mais les ministres d'origine juive comme Georges Mandel, qui était dans le gouvernement, ont été priés de rester à la maison pour ne pas gêner M. Ribbentrop. 2 mois après la nuit de cristal, Hitler fait un discours au Reichstag
le 30 janvier 1939. Pourquoi le 30 janvier? C'est l'anniversaire de son accession au pouvoir en 1933. Que dit-il? Je cite vraiment. À l'époque de mon combat pour le pouvoir, c'était en premier chef le peuple juif qui accueillait mes prophéties par des ricanements. Je prophétisais qu'un jour je prendrais en Allemagne la direction de l'État et qu'alors je résoudrais beaucoup d'autres problèmes, dont le problème juif. Je crois que ce rire sonore d'alors des Juifs a entre-temps étouffé dans leur gorge. Et aujourd'hui, je serai de nouveau un prophète. 30 janvier 1939. Si le judaïsme financier international, dans et hors d'Europe, réussit à pousser le monde vers la guerre, ne vous inquiétez pas, c'est bientôt fini, dans la guerre mondiale, alors le résultat ne sera pas la bolchevisation de la terre et par là même la victoire du judaïsme, mais l'anéantissement de la race juive en Europe. Donc, dès cette époque, Hitler annonçait quel était son projet si la guerre éclatait. Ce n'est pas à cause de la guerre, c'était à l'occasion de la guerre. Le plus triste aussi, à propos de ce discours, c'est qu'il a été bien reçu par les chancelleries occidentales. Parce que sur d'autres points, Hitler est apparu, entre guillemets, modéré sur les questions coloniales, etc. Et que beaucoup de commentateurs, y compris dans la presse, ont simplement dit « Ah, il a comme d'habitude vitupéré contre les Juifs. » Mais c'était habituel. Voilà quelle était la situation. Et voilà surtout ce que beaucoup de gens, de dirigeants politiques, je ne parle pas de la population, n'ont pas voulu voir, ou ont vu et n'ont pas voulu prendre en compte, ou ont vu et étaient d'accord avec. Et c'est, s'il y a des parallèles, chacun peut en tirer la leçon. Chers amis et camarades, il n'est jamais superflu de dire plus jamais ça. Contrairement au ricanement, ah, on dit plus jamais ça, ah, ça suffit avec toutes ces paroles, blabla. Nous le disons. Nous sommes disposés pour le combat contre toutes les extrêmes droites, toutes les exclusions, toutes les haines, tous les racismes. C'est notre combat et c'est le combat que nous allons continuer. Et il n'est jamais trop tard pour faire de nos mémoires, dans un jour comme celui-ci, un outil contre toutes les idées d'exclusion. Merci de m'avoir écouté.